nous ont rejoints. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre participation pour ce nouveau webinaire, parce que bon, je vous rappelle qu'on fait une série de webinaires tout au long de la semaine dernière déjà, et encore la semaine prochaine, avec un thème différent tous les jours. Et aujourd'hui, donc, eh bien, c'est avec Kevin qu'on va vous présenter les nouveautés majeures de la V10. Donc voilà, l'objectif c'est de vous faire un focus sur les nouvelles fonctionnalités majeures. Donc moi je suis Christopher Glémaud, je suis en charge de l'activité protection et gouvernance des données chez Monaco Digital Avant-Garde. J'ai également le statut de Vim Vanguard chez Vim qui me permet aujourd'hui de vous présenter la V10. Au niveau de l'agenda, donc on va commencer par une introduction sur la partie contexte données, disponibilité et sécurité, parce que vous êtes tous dans des démarches cybersécurité, et donc c'est important de repositionner le contexte. Ensuite, suite à plusieurs demandes, on vous fera un rappel des bonnes pratiques au niveau de l'architecture de sauvegarde avec Vim, parce qu'on a eu beaucoup de sollicitations à ce sujet pour ça. Pour les bonnes pratiques, les best practices au niveau des composants notamment. On fera rappel à ce sujet. Et ensuite, on fera un focus sur la V10 et pas sur toutes les nouvelles fonctionnalités parce qu'il y en a plus de 250, mais surtout sur la partie NAS Backup qui est un pilier de la V10 et aussi quelques autres nouvelles fonctionnalités. Alors tout d'abord, au niveau de Monaco Digital Avant-Garde, on est une entreprise de services numériques, pour ceux qui ne connaissent pas, connue à Monaco sous le nom Monaco Digital et connue en France sous le nom Avant-Garde. Pour information, le nom Monaco Digital permet de renforcer notre position de leader au sein de la principauté sur les métiers du numérique. Le concept est de mettre à disposition des entreprises publiques et privées de Monaco un bouquet complet d'expertise informatique et en local, puis d'accompagner nos clients dans leur transformation numérique. Ce catalogue grandit et évolue en fonction des projets et des besoins de la principauté. Aujourd'hui, notre objectif est de profiter de notre dynamique et de notre savoir-faire afin de développer notre activité en France, notamment en région PACA et en région parisienne. Donc voici quelques chiffres concernant l'entreprise. Monaco Digital Avant-Garde aujourd'hui c'est plus de 200 personnes, un chiffre d'affaires qui a avoisiné les 30 millions d'euros l'année dernière, 4 sites géographiques et stratégiques, donc le siège à Monaco, une agence à Sophia Antipolis, une agence à Aix-Marseille et bien sûr notre agence à Paris. Et aujourd'hui plus de 850 clients. Donc comme indiqué, en France, nous sommes connus sous le nom Avant-Garde. Nous rencontrons une forte croissance depuis 3 ans. Cette croissance nous a poussé à nous réorganiser en interne, notamment en créant des centres de services par domaine de compétences. Aujourd'hui, notre entité est composée de plusieurs centres de services, infrastructure et réseau, conseil et transition digitale, cybersécurité, développement d'applications et infogérance. Donc, notre centre de services conseil et transformation digitale accompagne les clients dans la gestion de leur métier et technique, et dans la stratégie relative à leur transformation numérique, puis dans l'organisation des services informatiques. Pour ce faire, ils disposent de plusieurs certifications, de labels qualité, notamment bien sûr en management et en gouvernance. Nous sommes certifiés PMBOK, Project Management Body of Knowledge, utile, etc. Notre cellule cybersécurité, elle est certifiée CISSP, certifiée Ethical Hacker et bien sûr ISO 27001. À noter que nous sommes le premier intégrateur à être certifié PASI en principauté, donc le prestataire d'audit de sécurité des systèmes d'information. Cette certification nous permet de réaliser des audits de sécurité et notamment des prestations qualifiées conformes au référentiel PASI, bien sûr sous l'autorité de l'ANSI et de la MSN à Monaco, donc qui est l'agence monégasque de sécurité numérique. L'importance des données a pris de l'ampleur dans tous les aspects de nos vies numériques. La volumétrie des données, elle explose. Le besoin de solutions et services capables de garantir leur disponibilité a également augmenté dans cette nouvelle réalité où les données sont dispersées. Garantir leur sécurité, l'intégrité et la confidentialité devient à la fois beaucoup plus critique et difficile.
Donc, les responsables informatiques rencontrent des difficultés notamment pour localiser et gouverner l'ensemble de leurs données, qu'elles soient structurées ou non structurées. Sans un plan de gouvernance des données solide, il est complexe d'être proactif en cas d'attaque, de perte, de vol ou de fuite de données. Aujourd'hui, il est primordial que ces données soient sécurisées et disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les services et les utilisateurs. Gardez à l'esprit que la protection des données est essentielle pour garantir la sécurité de votre patrimoine informationnel. Aujourd'hui, ça repose sur 3 facteurs au niveau de la data: la complexité des données, la qualité des données, c'est-à-dire son taux de rafraîchissement, son niveau de rafraîchissement, sa disponibilité et sa sécurité. Et bien sûr, les risques associés, réglementation et obligations, perte ou vol de données, etc. Concernant la sécurité, les menaces, elles évoluent, et pèsent lourdement sur les entreprises, notamment à cause des menaces internes, des menaces externes et notamment des attaques ransomware qui aussi affectent les solutions, les environnements de sauvegarde. Ensuite, la réglementation est un enjeu transverse qui impacte fortement la DSI. On parle de conformité RGPD, de PCI, etc. Le but est de répondre à ces exigences en étant agile et d'apporter des garanties nécessaires en termes de compliance et de sécurité. Donc les entreprises se transforment, nous constatons de nouveaux usages, les métiers sont de plus en plus impliqués et exploitent leurs données. L'IT est par conséquent impacté par ça et fait partie de ce cycle de vie. La question qui se pose alors: quelles sont mes données stratégiques et vitales pour l'entreprise, autrement appelées les golden data, et comment je les protège? L'objectif, c'est de pouvoir mettre en œuvre une gouvernance des données et un plan de sauvegarde efficace. Pour ce faire, nous partons des cas d'usage métiers, des besoins des différents métiers liés aux activités, notamment pour déterminer les SLA. Comme vous le savez, on ne peut plus faire sans les données, elles sont partout, infrastructure on-premise, traditionnelle, cloud privé et cloud public. Donc la protection des données et par conséquent la sauvegarde doivent ainsi répondre à toutes ces exigences et notamment à celle de la localisation des données. Nous avons établi une réflexion qui repose sur 4 points afin d'accompagner nos clients: sécurité, data, conformité et cloud. Le but est de garantir la protection des données en posant ces questions. Mes données de production sont-elles protégées on-premise et sur le cloud? La confidentialité et l'intégrité de mes sauvegardes sont-elles garanties? Les bonnes pratiques de sauvegarde sont-elles respectées? Est-ce que j'effectue des tests de restauration régulièrement? Quid de la fréquence des tests de PRA, etc. Un bon plan de sauvegarde, c'est prendre conscience des risques ainsi que des responsabilités, tout en respectant les bonnes pratiques et une règle spécifique à la gestion et à l'optimisation de conservation des données, c'est répandu, et que vous connaissez sûrement. Il s'agit de la règle du 3, 2, 1. Elle signifie que vous devez disposer de 3 copies de vos données sauvegardées sur 2 supports différents, dont l'une externalisée, site distant ou cloud. Cette règle, elle est indispensable pour protéger vos données critiques. C'est le seul moyen de pallier à tous les dysfonctionnements. Avec les risques relatifs aux attaques ciblées et ransomware, la notion de sauvegarde offline est apparue et on parle de sauvegarde complètement déconnectée du réseau sur bande, par exemple, pour créer un air gap. L'objectif est de créer ce trou d'air entre l'environnement de production et le support de sauvegarde. On parle alors de la règle du 3, 2, 1. Et la défense en IT utilise la même stratégie que la défense militaire. Plusieurs couches de sécurité sont dressées entre l'attaquant et la position à défendre, et donc le patrimoine informationnel. Comme représenté sur la photo du château avec la colline, le mur externe, les douves, le mur interne, etc. L'objectif est d'additionner les couches de sécurité. Donc, sensibilisation auprès des utilisateurs, sécurité des accès physiques, mise en place de firewall, étanchéité réseau, et aujourd'hui on parle de micro-segmentation, durcissement des serveurs, applications et équipements, aussi appelé
hardening afin de protéger le bien essentiel de l'entreprise, à savoir les données. Il faut voir la sauvegarde comme le dernier rempart. Si l'environnement de production est atteint, la restauration de sauvegarde est le seul moyen d'assurer la remise en production de l'entreprise. Pour ce faire, j'effectue une sauvegarde de mes données off-site. Dans cet exemple, je creuse un tunnel pour stocker mes sauvegardes, puis je crée un air gap entre mon château et mon coffre qui est sous terre. Alors, il y a plusieurs profils d'attaquants, ayant bien sûr des objectifs différents. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a deux types d'attaques. Donc, les attaques opportunistes et les attaques ciblées. Heureusement, les attaques opportunistes sont les plus fréquentes, ça représente environ 90-95% des attaques. C'est lorsqu'un attaquant ou un groupe d'attaquants prend en cible des entreprises sans vraiment la connaître et par opportunité, ils vont essayer de faire des actions. Si l'action n'aboutit pas, ils vont passer à l'entreprise suivante, souvent. Alors que les attaques ciblées, elles sont plus compliquées à gérer, puisque là, souvent, c'est un groupe d'attaquants ou un organisme qui va prendre pour cible une entreprise et elle va rentrer en phase d'apprentissage sur l'entreprise pendant plusieurs semaines. Donc, une fois qu'elle est rentrée, bien sûr, ils font une montée de privilèges en s'octroyant des droits, puis ils effacent leurs traces et apprennent de l'entreprise, de son système, afin de développer les scripts, notamment pour lancer leur CryptoLocker le jour où ils auront décidé d'attaquer. Ce qui se passe sur les attaques ciblées les plus complexes, c'est qu'ils vont essayer de se connecter sur les logiciels de sauvegarde, de baisser les points de rétention au minimum. Le logiciel de sauvegarde exécute son job le soir et purge tous les points de rétention existants. D'où la sauvegarde offline qui est vraiment importante. Ça, c'est vraiment dans les attaques ciblées les plus sophistiquées. Hein, ce qu'ils veulent récupérer, ce qu'ils vont essayer de récupérer aussi, c'est des données chaudes de production, parce qu'aujourd'hui, c'est l'or noir. Et même s'ils annoncent un CryptoLocker, ils vont récupérer ces données, notamment pour essayer de les vendre sur le dark web. Donc, aujourd'hui, eh bien, on peut répondre sur ce dernier rempart avec Vim, c'est ce qu'on propose nous chez Monaco Digital Avant-Garde, comme vous le savez. Et donc, aujourd'hui, le catalogue Vim, il est très étoffé, comme vous le savez. Hein, à l'origine, si on parlait surtout de Vim Backup et Réplication et de Vim One pour la partie supervision. Donc, les deux combinés dans une offre commerciale, on appelle ce bundle Vim Velocity Suite, que vous connaissez sûrement. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que ces logiciels-là. On a sorti d'autres produits qui sont très intéressants, même si le Vim Backup Application reste un élément essentiel de l'écosystème de l'éditeur. Aujourd'hui, vous allez, avec cette plateforme, pouvoir sauvegarder vos workloads physiques, virtuels, mais aussi vos instances cloud, vos postes de travail et vos serveurs physiques, etc., etc. Donc, toujours en gardant cette philosophie de simplicité d'utilisation. Alors, vous avez aussi, bien sûr, la partie Vim Backup for Office 365, qui est un outil très apprécié des clients, puisqu'il permet d'aller chercher depuis l'organisation Office 365 des clients les données pour les sauvegarder sur un repository, parce que Microsoft ne garantit pas, ne sauvegarde pas, ne prend pas en charge la sauvegarde de ces données. Et donc, vous avez aussi le Vim Velocity Orchestrator qui lui permet d'automatiser votre plan de bascule PRA. Il analyse le comportement de votre système et il va déclencher le PRA si besoin. Donc, beaucoup de produits qui permettent à Vim aujourd'hui d'être se positionner sur la gestion intelligente de la donnée. Vim permet de sécuriser les données de trois façons. Un amalgame est souvent fait entre les différentes méthodes de protection des données, sauvegarde, archivage et réplication. Ces technologies sont complémentaires. L'objectif de la sauvegarde moderne, c'est de sauvegarder les données les plus proches de la production sur des rétentions courtes, sur du stockage plus rapide, afin de pouvoir restaurer le plus vite possible. Donc, on ne met pas des rétentions qui sont longues. Pas forcément utile, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir repartir le plus vite possible et d'utiliser les fonctionnalités avancées de Vim. Ensuite, parce qu'on doit figer les données dans le temps, on doit les archiver
pour respecter des politiques de rétention légale, des réglementations, eh bien, on va les archiver sur un second repository et faire du GFS, Grand File Robinson, que vous connaissez, qui correspondent aux sauvegardes annuelles, mensuelles, hebdomadaires, etc. On va aussi utiliser cette fonctionnalité-là pour externaliser nos sauvegardes off-site pour pallier à tout problème sur le site principal. Et ensuite, la réplication qui rentre plus dans une logique de continuité d'activité. Là, je prends mes VM, VMware ou Hyper-V que je vais répliquer dans le même format sur un cluster de secours afin de diminuer mon RTO, mon temps de remise en service. Le délai, donc en un clic, je peux lancer mon failover et mes VM répliqués sur mon cluster de secours démarrent. C'est très intéressant. Par contre, ça ne remplace pas la sauvegarde. Toutes ces méthodes sont complémentaires. Donc, au niveau de l'architecture et des bonnes pratiques, pour fonctionner, Vim a besoin d'un serveur Vim Backup qui a le rôle d'orchestrateur. C'est lui qui gère également la base de données SQL Express, qui est installée par défaut par Vim. Et pour information, vous devez basculer vers une version SQL standard si votre infrastructure est supérieure à 500 VM ou si vous réalisez de la sauvegarde massive sur bande, car ce job sollicite beaucoup la base de données. Et enfin, si vous n'avez pas de staging serveur pour la restauration SQL ou SharePoint. À noter que dans un environnement d'architecture distribuée, si vous avez du réseau de 10 gigas, que vous faites du direct access, que vous avez des repositories costauds, des repositories qui sont performants, et une infra de prod VMware avec un stockage SHA qui est aussi très performant, peut-être que le goulot d'étranglement peut être situé au niveau de la base de données SQL Express, parce que vous êtes limité à un CPU. Vous devez également configurer des proxy Vim. Les proxy Vim permettent de transférer les données de la source vers le support de sauvegarde. C'est le moteur. Enfin, vous devez ajouter un ou plusieurs repositories. Il s'agit des supports qui vont héberger les fichiers de sauvegarde. Concrètement, une baie de stockage SAN, un NAS, un disque dur, une appliance des applications, un partage FS. Vim étant agnostique, vous pouvez tout intégrer, ou presque. Donc, l'objectif, c'est quand même de mettre un repository sur le stockage primaire qui est assez performant, avec des possibilités de, si on peut mettre des disques SAS par exemple, ça donne du souffle à tout l'environnement de sauvegarde. Pourquoi? Parce que le repository principal est la source de beaucoup d'autres jobs derrière. Si vous faites du backup copy, si vous faites du take job, on utilise comme source le premier repository. Donc, si lui, il est mal taillé, s'il est mal dimensionné, eh bien, vous aurez des problèmes de performance et elles ne seront pas attendues sur toute votre solution, sur toute votre chaîne de sauvegarde. C'est dommage. Donc, nous souhaitons profiter de cette présentation pour vous donner quelques bonnes pratiques relatives à tous ces composants. Donc, premièrement, le mode de transport donc les proxys. Il y a 3 modes de transport. Le direct access, direct storage access, on parle aussi de direct SAN, ça dépend un petit peu de votre historique. Les données sont lues directement depuis la baie de stockage de production. Ensuite, le mode hot add, donc ou virtual appliance, Vim monte les snapshots des machines virtuelles depuis l'environnement VMware. Et puis, bien sûr, le mode network, quand on parle de NBD, qui utilise l'interface vmkernel des ESX. C'est le mode de transport le plus fiable, mais il est bridé par VMware à 40% de sa bande passante afin de protéger le réseau de management. En conséquence, il est moins performant si vous êtes au giga. Donc, quel mode choisir? Aujourd'hui, ça dépend. Pour les petits environnements, il est conseillé d'utiliser le mode Virtual Appliance. Pour les environnements petits moyens, plutôt le Direct SAN. Et enfin, pour les gros environnements, le Direct SAN ou le mode NBD, mais avec des interfaces, des vmkernel en interface 10 gigas. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis la version 9.5, le mode Direct SAN n'est peut-être pas le mode le plus performant, car Vim a changé ses mécanismes de traitement en interne. Donc, je vous conseille vraiment de tester les différents modes. Le mode Hot Add offre des niveaux aujourd'hui de performance qui sont très très intéressants quand on respecte les bonnes pratiques. C'est-à-dire, à savoir un proxy virtuel par hyperviseur. Pourquoi?
Parce que l'avantage de ce proxy, c'est qu'il va s'occuper de sauvegarder les VM qui sont gérés par l'hyperviseur. Donc tous les flux de traitement vont rester en local. Avec la V10, Vim a amélioré son moteur de sauvegarde par cap. Par contre, si vous faites la migration, vous devez repartir sur une active full pour en bénéficier, comme dans toutes les montées de version majeures. Donc, Vim aujourd'hui recommande d'utiliser le réseau du réseau Digica, c'est dans le Best Practice Guide. Donc, c'est vrai que ça peut vous donner des possibilités, notamment si vous passez par si vous aussi passez en MBD. Concernant le dimensionnement de l'architecture de sauvegarde, nous conseillons d'utiliser du stockage bloc ainsi qu'un contrôleur RAID performant pour la sauvegarde moderne. C'est-à-dire que le premier repository, qui est souvent la source des autres jobs, comme je disais, packet copy et tes jobs, ce repository peut être un goulot d'étranglement de l'environnement de sauvegarde. Il faut donc lui donner du souffle. Et c'est dommage de mettre un repository avec des disques SAS si vous n'avez pas mis de contrôleur RAID pour fédérer ces disques. Si c'est un contrôleur RAID logiciel, vous n'aurez pas les performances attendues. Donc pour le formatage des partitions Windows, pour les repositories en local ou mappés en XCOSY, les partitions NTFS doivent avoir un block size de 64 kg et vous pouvez envisager de formater vos partitions avec le nouveau format Windows, le REFS, afin de profiter de la déduplication des sauvegardes full. Et donc du fast clone, on verra ça un peu plus tard. Et aujourd'hui, en V10, vous êtes possible d'utiliser le même système, mais en Linux sous XFS, qu'on verra tout à l'heure. Alors, les nouveautés en V10, en gros, la V10, c'est une centaine de features majeures et mineures, donc, mais également des améliorations existantes. Donc, on ne va pas toutes les passer en revue, sinon on n'aurait pas le temps de tout voir. Vous notez qu'il y a un bloc majeur qui est le NAS Backup, puis des fonctionnalités aussi derrière avec la partie cloud tiers, donc l'utilisation de stockage objet, cloud, public ou on-premise. Il y a également beaucoup d'améliorations mineures qui sont souvent des cases à cocher sur les fonctionnalités existantes. Donc, le NAS Backup, une feature qui est attendue depuis longtemps, aujourd'hui c'est disponible et ça fonctionne très bien. Donc, un petit rappel, le nombre et la taille de fichiers augmentent, les données non structurées aussi. Il faut les conserver plus longtemps et les monitorer. Ça devient un vrai challenge. Et par conséquent, et pour répondre à ces besoins, il faut un vrai système qui soit évolutif, permettant, performant et aussi robuste, notamment en termes de backup incrémental. Donc, historiquement, on beaucoup parlait de NDMP, du protocole. Il faut savoir que le protocole NDMP est un protocole vieillissant, développé par NetApp, associé uniquement à des types de stockage NAS qui ont, on va dire sur le secteur enterprise. Donc, bloquant car on ne va pas couvrir tous les types de filers tels que les Synology, les QNAP ou les serveurs Windows et Linux. La deuxième chose, c'est que le NDMP a besoin de faire régulièrement et périodiquement des foules. Tous les 10 incrémentaux, vous avez besoin de faire une foule. Si vous voulez protéger très fréquemment votre filer, imaginons une fois toutes les heures, il vous faudra faire 2 foules en journée, donc pas vraiment adapté. Quand on fait une foule d'un filer, généralement tous les systèmes de backup sont un peu très égaux et vont à la même vitesse. Le vrai souci, c'est pour les backups incrémentaux en mode NDMP, car il faut tout relire, tous les fichiers de sauvegarde pour savoir qui a été modifié. Donc les performances ne sont pas adaptées et les fenêtres de sauvegarde peuvent être extrêmement longues. Enfin, le backup NDMP n'est pas forcément granulaire, et en plus de ça, vous devez restaurer vers la position originale. Donc ce protocole vieillissant n'était pas adapté avec ce que voulait faire Vim. Donc Vim a développé son propre système et bypass ce vieux protocole. Pour résumer, Vim a inventé tout un système qui est performant et qui permet un certain nombre de choses. Donc Vim propose une architecture déjà très évolutive avec la possibilité de backuper n'importe quelle source de fichiers
d'avoir un mécanisme pour effectuer des incrémentiels très rapidement. Le NAS Backup est agnostique en termes de stockage, ce qui permet de respecter la philosophie de Vim, comme pour les machines virtuelles. On peut toutefois se baser sur des snapshots de stockage et Vim intègre également le stockage objet. Voici les sources que NAS Backup est capable de sauvegarder. Hein. Donc, toute file share qui serait dans un protocole SMB version 1, 2, 3, ou alors en NFS à partir de la version 3 ou 4.1, mais également des serveurs de fichiers Windows ou Linux. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, un serveur virtuel ou physique, vous pouvez le backuper de deux manières différentes, soit un backup de la machine complète, ou soit vous allez avoir une approche qui est au niveau des fichiers, vous allez souhaiter conserver différentes versions. Vous allez aussi souhaiter conserver également des éléments qui auraient été effacés, et là, vous allez pouvoir les protéger avec le NAS Backup. Avec le NDMP, l'un des gros problèmes est le fait qu'il faut relire tous les backups, car il n'y a pas vraiment de change file tracking, de CFT. Donc, à chaque incrémental, il faudrait tout relire. Et Vim a donc développé son propre CFT, son propre mécanisme, et qui permet d'identifier très facilement les fichiers qui ont été modifiés ou ajoutés, et pour faire des backups incrémentaux qui sont extrêmement rapides. Et puis bien sûr, le backup sans restore, donc on va avoir trois méthodes pour restaurer, hein, ça ne sert à rien si on ne peut pas restaurer de manière performante. Soit on restaure dans son dernier état au moment du dernier backup, soit en mode point in time, c'est-à-dire qu'on va faire un rollback à un moment donné, par exemple en cas de virus, de CryptoLocker, de problèmes sur le file share, de panne de matériel, etc. Heureusement qu'il n'y a pas forcément que des catastrophes, donc par conséquent, vous allez pouvoir utiliser également un Explorer complètement dédié au NAS Backup pour faire de la restauration granulaire de fichiers et de dossiers comme vous avez l'habitude de l'utiliser. Voilà pour la big picture. Au niveau architecture, on va avoir notre source à sauvegarder, tout type de NAS, SMB, NFS, serveur Windows au fichier. Puis on va avoir un nouveau type de proxy qui s'appelle le file proxy. Le file proxy travaille avec un cache repository qui sert pour le change file tracking et qui est très performant. Puis le premier repository, pour la première sauvegarde, les backups sont déportés au format Vim. Le second, la secondary repository permet de copier simultanément vers une seconde destination. Et puis l'archive repository, et on va pouvoir conserver toutes les versions nécessaires et éventuellement les éléments effacés en utilisant du stockage objet pour faire de l'archivage à moindre coût. Donc comment est-ce que le cache de tracking fonctionne? Tout simplement, au moment où vous effectuez une sauvegarde full, tout est nouveau pour le change file tracking, et Vim va regarder le CRC, donc le checksum ou le rsum de chacun des fichiers des dossiers. Vim écrit ce type de fichier dans un vcache qui se situe sur le cache repository et regarde tous les checksums situés à l'intérieur. Maintenant, s'il y a une modification dans l'un des fichiers, Vim se déplace dans l'arborescence et donc va vérifier le dossier racine. Si le checksum est modifié, Vim progresse et se déplace dans l'arborescence en passant par le dossier 1 car il a été modifié. Le dossier 3 également, jusqu'au fichier D, pour arriver à sa destination. S'il y a modification, Vim restocke les infos modifiées dans le cache repository du fichier vcache. Et enfin, le file proxy identifie les fichiers modifiés et envoie les informations, puis traite ces fichiers, les décompose et les déstructure afin de créer un fichier de sauvegarde au format Vim sur le repository. Une chose aussi importante, c'est si vous faites du backup uniquement en allant chercher seulement les éléments d'une file share séparément. Vous allez avoir probablement des utilisateurs qui travaillent déjà sur un fichier ou sur un autre. Si un utilisateur travaille en simultané, le fichier va être locké, verrouillé, et cette information ne pourra pas être sauvegardée. Il y a évidemment des retries à la fin du job pour relancer la sauvegarde. Mais si le fichier est verrouillé plusieurs jours,
par un utilisateur et il travaille dessus, le fichier ne fera pas partie de la sauvegarde. Pour ce faire, Vim fait appel au snapshot de stockage, donc type VSS, comme vous connaissez pour tous les systèmes compatibles Windows, soit un snapshot de type propriétaire pour les fabricants de stockage, type NetApp, Dell EMC, HP, etc. Il y a des scripts qui sont compatibles avec le système de stockage. Le script est exécuté avant la sauvegarde pour déclencher le snapshot. La bonne pratique consiste à utiliser justement ces snapshots. Pour rentrer un peu plus dans le détail, le file proxy doit être installé sur le système Windows. Pour l'instant, il n'y a pas d'intégration avec Linux. Vous pouvez avoir un ou plusieurs proxys, c'est même recommandé, avoir plusieurs. C'est lui qui va aller chercher les différentes informations au niveau de la file share. Énumérer les différentes CRC pour la cache repository et écrire dessus pour transformer les fichiers au format Vim et pour écrire sur la partie backup repository. Le cache repository peut être n'importe quel type de repository de type standard. On va stocker les petits fichiers Vcache. Il n'y a pas forcément besoin de performance disque. Peut-être un peu de mémoire, mais ce n'est pas la peine de le sursizer. En réalité, tout est travaillé en mémoire. Vcache représente à peine 0,1% de la volumétrie de la file share. Vous allez avoir un fichier Vcache par job, donc le SSD n'est pas nécessaire, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent de SSD pour cette fonctionnalité. Pas forcément nécessaire. Cependant, en termes de connectivité, il faut qu'elle soit proche du proxy et proche des file shares pour optimiser les communications. La backup repository, on l'appelle aussi short term, donc rétention à court terme. Elle contient la dernière version du backup de la file share dans son dernier état, ainsi que la rétention implémentée. Par exemple, les 30 versions, c'est la rétention à 30. L'archive repository, donc elle est connectée également à l'archive repository, donc à la partie primaire, pour vous faire penser ça vous fait penser au GFS sûrement, mais ce n'est pas le concept de cette fonctionnalité. Elle est là pour conserver les fichiers qui vont au-delà de la rétention d'un backup repository et également les fichiers effacés. Pour ce faire, Vim peut utiliser le stockage objet, comme sur Azure par exemple, soit sur du stockage hot ou cold, afin de conserver vos versions de SLA. La secondary repository, donc, elle aussi, vous pouvez définir toutes sortes de repositories pour ce type de stockage, de target. Dès qu'une info est enregistrée sur la backup repository, elle est copiée instantanément sur la secondary repository. Donc, très utile pour les DBA, par exemple, qui doivent faire des dumps Herman, ce genre de choses. Donc, comment est-ce que ça se passe? Vous avez un file share sur lequel on va assigner un file proxy. Il énumère les différentes CRC et les checksums qui font partie du file share. Ensuite, les informations sont écrites sur la cache repository. On va écrire ce vcache afin d'identifier les différents checksums. Et puis, s'il s'agit d'un full, il n'y a pas encore de vcache, donc on va évidemment tout protéger. Et s'il s'agit d'un incrémental, Vim va comparer les informations produites par le proxy par rapport au fichier vcache. Il existe déjà, et ce protocole qui sert de change file tracking est encore une fois extrêmement rapide. Le file proxy les décompose et les sauvegarde au format Vim en découpant et séparant les métadonnées des données dans une base de données objet. Donc c'est du NoSQL qui tourne derrière. Vim indexe les données à l'aide des métadonnées pour avoir une véritable base de données de type objet. Les données sont copiées et archivées en fonction de la rétention appliquée. Et donc, tous les hyperscalers utilisent aujourd'hui du stockage objet. Ça, c'était l'animation qui correspond à ce que je viens de vous décrire. Au niveau de l'arborescence de dossiers, vous allez trouver plein de fichiers qui ne vont pas vous servir
en tant que telle, hein, mais je vous la montre par curiosité, pour comprendre un peu l'architecture. En revanche, évidemment, si vous devez restaurer un fichier ou un dossier, il faut passer par la console Vim Backup et Réplication. On va avoir un fichier Vestore qui décrit l'intégralité du fichier de backup par source. On va avoir un fichier des sources par source. Ça s'appelle un fichier des sources. Il va décrire la source qui doit être protégée. On peut en avoir plusieurs, bien sûr. On va se retrouver avec un format d'objet avec des données d'un côté et les métadonnées de l'autre. Donc les métadonnées vont indexer les données, c'est-à-dire qu'on va décomposer les données en blobs. Ces données en blobs vont être indexées par des slices, et puis ce sont les index qui vont indexer les slices. D'abord l'index, enfin, ensuite les slices, et enfin la partie donnée qui est ici. Donc ces blobs qui font chacun 64 mégas. On à 16 on en a 16 par basket, donc par dossier. 16 pourquoi? Parce que c'est de l'hexadécimal, tout simplement. Donc on retrouve des baskets de 1 giga qui contiennent 16 blobs de 64 mégas qui sont indexés par des métadonnées qu'on a vu juste avant. L'avantage d'un blob de 64 mégas est qu'il n'y a pas de dégradation de performance par rapport à une faille de 1 méga, comme sur un système classique. Donc dans une backup réplication, on peut monter jusqu'à 4 mégas, mais ça reste 7 fois plus petit que 64 mégas. L'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas de problème de performance lié à la fragmentation des disques, car les fichiers sont beaucoup plus gros que ça n'arrive pas. Le but est de scaler jusqu'à des centaines de pétabytes. Un blob n'est jamais recopié 2 fois. Il gère des milliers et des millions de fichiers sans pénaliser les performances. Alors, au niveau de la restauration, on peut restaurer de multiples façons, comme on a vu. Position originale ou un nouvel emplacement, par exemple, etc., comme vous avez l'habitude de le faire sur des machines virtuelles, pour ceux qui utilisent déjà du backup. Restauration via le point in time, en conservant les droits ou pas. Copier les données vers votre propre machine, etc., etc. Donc l'objectif, c'est de bypasser le protocole NDMP. Cette fonctionnalité offre donc beaucoup plus de possibilités. Vim a également intégré le NAS Backup dans le Vim Enterprise Manager. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'interface web qui est disponible avec Vim Backup et Réplication et qui permet notamment de fédérer plusieurs consoles Vim Backup et Réplication, faire du self-service, des choses comme ça, gérer vos clés de chiffrement AS256, vos licences. Vous pouvez déléguer des droits à différents utilisateurs et en fonction du périmètre accordé, ils seront en mesure d'aller chercher eux-mêmes différents fichiers depuis les backups. C'est très bien fait car ça ressemble à une shopping card, comme si vous faisiez vos courses en ligne. Vous sélectionnez vos éléments et à la fin, vous pouvez télécharger l'ensemble dans un format zip. Au niveau de la supervision avec Vim1, vous savez que c'est le second composant qui est dans Vim Multi-Suite, qui permet de faire de la supervision du reporting, donc c'est capacity planning, plein de choses qui sont très intéressantes. Moi, j'adhère vraiment à ce produit. Donc Vim1 est vraiment également adapté avec le NAS Backup. Vous allez pouvoir identifier la performance des proxys, l'état des données, voir les problèmes de connexion, l'historique des jobs. Tous les rapports ont été développés pour vous donner une visibilité sur vos données non structurées. Alors, autre fonctionnalité qui a été améliorée, l'Instant VM Recovery, que vous connaissez tous, qui était une des innovations au début des années 2010 par Vim, le premier à faire ce genre de fonctionnalité, se proposer ce genre de fonctionnalité. Donc, c'est quoi l'Instant VM Recovery? C'est le fait de pouvoir démarrer une machine virtuelle directement depuis son support de sauvegarde en parallèle de sa restauration. L'objectif numéro 1 étant de donner la possibilité aux utilisateurs de travailler et de ne pas attendre la fin de la restauration. Donc, ça utilise une technologie brevetée par Vim qui s'appelle le vPower. Le vPower, c'est ce qui permet de démarrer directement la machine virtuelle depuis son support de sauvegarde en quelques minutes.
Donc cette fonctionnalité, elle a été améliorée donc en V10, notamment sur le fait qu'on peut démarrer plusieurs VM à la fois depuis un seul wizard. Par exemple, on peut démarrer 30 VM à la fois. Avant, il fallait faire une à une. Ensuite, on peut faire d'instance VM recovery, peu importe la source, vers VMware. Donc, par exemple, du Nutanix en source, des instances de C2, de workload Azure, poste de travail, etc. Il me propose une sorte de P2V ou de V2V afin de reconvertir et de le reconvertir en différents formats. Donc, au niveau des use cases, je vous laisse imaginer les possibilités en cas de vos migrations VMware, des choses comme ça. On va pouvoir faire des migrations Hyper-V vers VMware facilement. Donc l'objectif de cette fonctionnalité, c'est d'apporter de la mobilité des VM et de les faire tourner les VM là où on le souhaite, indépendamment du format source. Donc la partie cloud tiers, elle était déjà existante depuis la version 9.5 update 4. Il m'avait sorti cette fonctionnalité comme une sorte, c'est du stockage objet, hein, comme une extension du stockage en local. Ça fonctionne notamment avec les Scaled Backup Repository qui, eux, sont disponibles depuis la version 9.0, pour ceux qui connaissent. Les Scaled Backup Repository, donc appelé Sober, c'est un conteneur virtuel logique dans lequel on va ajouter plusieurs repositories. Donc, la target du job devient le conteneur logique. Et ça permet de faire plusieurs choses, du achat de repository, de créer un stockage plus gros. Vim agrège les repositories, les additionne. Ça va permettre aussi de faire du performance tiers, c'est-à-dire de mettre par exemple, les incrémentiels sur du stockage plus rapide et les fulls sur du stockage plus lent. Et donc, avec la partie cloud, ça vous permet d'intégrer un stockage en local dans ce Scaled Backup Repository, ainsi qu'un bucket S3 Amazon, par exemple. Et vous allez pointer vers le job vers ce Scaled Backup Repository. Les rétentions courtes vont être sur le repository local et archivées automatiquement vers le bucket S3. Donc, ça existait déjà. Et Vim l'a amélioré en V10, enfin, l'a étendu, en faisant du performance tiers, c'est-à-dire de copier, déplacer les données en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà, l'objectif c'est de copier les points de restore vers le capacity tiers. Donc on a une notion en V10 de copie immédiate. Ça veut dire que si vous utilisez cette fonctionnalité, vous allez pouvoir à partir du moment où il y a un backup en local créé, copier instantanément le bloc vers le bucket S3. La nouveauté en V10, donc ça c'était le move, la nouveauté en V10, c'est le fait d'avoir le copy. Le copy, ça va vous permettre de copier tous les points de rétention de sauvegarde, de fichiers de sauvegarde, vers un cloud repository, type bucket S3 ou Azure, etc. Et donc, tous ces fichiers sont copiés, même vos points GFS. Donc, quand Phaser Performance, vous pouvez copier vos full annuels, mensuels, etc. Donc, ça permet aussi de respecter la règle du 3-2-1 parce qu'on a notre sauvegarde en local et la copie externalisée est vraiment copiée vers le cloud. Au niveau du backup copy job, vous avez également une amélioration qui est activée. Là, vous savez actuellement, quand vous faites du backup copy job, donc faire un second disque afin de faire soit une externalisation, soit du GFS ou les deux, eh bien, vous devez attendre que le job se déclenche pour qu'il rescanne les modifications. Eh bien, aujourd'hui, on a besoin d'être plus réactif, c'est-à-dire ce que souhaitaient les clients, c'était de pouvoir, à partir du moment où il y a une sauvegarde en local qui est faite, copier instantanément aussi sur le second disque, sur la seconde target. Et qu'il est possible de le faire, notamment, ça répond à des besoins pour les DBA, du copy Herman, SQL, Oracle avec les logfiles, etc. Donc on va copier tous les fichiers de manière instantanée sur le second repository. Donc pour ceux qui ont déjà
utilisent déjà les backup copy job. Donc si vous avez déjà fait votre migration vers la V10, vous pouvez voir que le mode immediate copy est apparu sur le job. Donc c'est possible dès qu'il y a une modification d'aller copier sur le second repository. Et enfin, donc la partie Linux, qui était quelque chose aussi de très attendu. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de puissant. Les retours sont très positifs. Donc, il y a deux choses, hein. Il y a la partie donc, où on va bien sûr économiser des licences Windows, notamment pour nos proxys, et notamment quand on est en mode hot add, hein, comme je disais tout à l'heure, quand on est en mode hot add, on va mettre une VM proxy virtuelle par hyperviseur de production. Eh bien, c'est vrai qu'en fonction de votre mode de licensing Microsoft, ça pouvait un peu compliqué. Aujourd'hui, vous pouvez mettre des. C'est pas une appliance, hein. Vim ne fournit pas une appliance, c'est à vous de configurer ces proxys virtuels, mais vous pouvez les mettre en mode Linux sur les distribs qui sont très ouvertes, donc Debian, CentOS, etc. Donc, vous allez sur la Center de Vim, vous verrez les versions. Et donc là, vous pouvez utiliser ces moteurs comme Data Mover pour aller récupérer les données sur un NFS depuis chaque hyperviseur sur la VM proxy et enfin les envoyer vers le repository. Donc compression et utilisation des ressources CPU RAM à quasiment 100% sur les proxys Linux. Ça c'est les retours qu'on a pu voir. C'est vraiment performant. Hot add uniquement, bien sûr, un disque attaché au proxy pour optimiser le flux de données et donc pas de direct SAN access. Donc la configuration, elle est identique à l'ajout d'un proxy Windows comme vous le faites déjà actuellement. Vous allez pouvoir, en fonction du CPU et de la RAM, ajuster votre nombre de tâches. Vous savez, ça doit aussi faire effectuer la sauvegarde en parallèle. Donc, on parle de nombre de tâches, de tasks dans Vim. Plus vous avez de processing rate, donc de CPU et de RAM, donc de compute, plus vous allez pouvoir augmenter le nombre de tâches sur votre proxy et donc de paralléliser le nombre de sauvegardes de VMDK ou de VHDX. Donc, une fonctionnalité qui est vraiment aussi attendue et qui va donner beaucoup de possibilités, c'est donc vous connaissez sûrement le Windows ReFS qui est disponible depuis la version 9.5 avec Vim et Windows Server 2016 avec Microsoft. C'est le fait de créer un stockage non pas en NTFS, mais reformater le volume en NTFS, mais en ReFS sur la partie Windows. Et c'est un nouveau système de fichiers qui permet en fait de bénéficier de la déduplication très forte, notamment pour les sauvegardes synthétiques full sur le volume. Et donc ça, eh bien, c'était aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ont ce choix de premier repository, notamment pour la sauvegarde moderne, parce que ça a fait des performances très pratiques. Ça déduplique très fort les synthétiques full, et le fast cone, c'est un système de pointeur qui va aller pointer entre les fulls les blocs existants. Donc vous gagnez énormément d'espace là-dessus. Euh, donc ça marche très bien, très grosse perf quand on respecte les performances. On parle des bonnes pratiques, pardon. On parle de 1 Go de RAM par Tera utile sur le stockage. Bon, apparemment, aujourd'hui, on n'est plus obligé de respecter cette bonne pratique. Moi, je la conseille quand même parce que partout où on l'a mis, avec des blocs taille de bloc de 64K, eh bien, on avait des performances très intéressantes. On est sûr que la base de données qui est embarquée sur le ReFS, hein, même si on ne la voit pas, il y a une base de données qui fonctionne avec des pointeurs, eh bien, elle ne s'emballe pas. Donc ça, c'est très intéressant, notamment pour votre sauvegarde moderne, pour avoir des performances. Et aujourd'hui, vous avez possibilité de faire la même chose, mais en Linux, sous le XFS, qui est compatible en V10. Et les retours, c'est pareil, ils sont très intéressants, aussi bien qu'en ReFS. Donc la techno utilise aussi un fastclone et permet de ne pas recopier un bloc existant. Donc on va tout simplement l'indexer. Donc ça donne du souffle au premier repository. Donc Linux permet d'avoir son fast clone à lui, donc c'est très intéressant.
Donc, oui, pardon, excusez-moi. Donc, très intéressant. Vous voyez ici sur le schéma un peu le fonctionnement. On va pointer des blocs existants. D'un point de vue, j'ai souvent la question, est-ce que c'est dangereux ou pas si on perd la première sauvegarde full, est-ce qu'on perd tous les backups? Non, en fait, c'est une déduplication qui est au plus bas niveau. Donc, vous allez pouvoir, bien sûr, et si vous allez sur le repository, vous verrez toutes vos sauvegardes full qui font la même taille. La déduplication, elle se fait au niveau matériel en dessous, et donc c'est très performant. Très performant. Donc, ça, c'était la partie Linux. Donc, voilà, ça c'est vraiment les fonctionnalités majeures. Après, il y en a beaucoup d'autres. On ne peut pas tous les présenter. On essaiera de faire des focus avec des démos par fonctionnalité. Là, c'était vraiment une vue des fonctionnalités majeures. Mais peut-être qu'on essaiera de organiser un webinaire focus sur le NAS avec une démo pour vous montrer un peu la puissance de l'outil et tous les retours. Donc, nous, au niveau de l'accompagnement Monaco Digital, bien vous accompagne avec nos deux services et sur la partie protection et gouvernance des données et sur la partie sécurité. Et on peut bénéficier de notre vision stratégique à 360, notamment pour votre mise en conformité et pour améliorer vos plans de sauvegarde et surtout votre niveau de sécurité. C'est vraiment notre objectif. Donc le centre de services infrastructure et réseau est composé de 6 équipes, réseau et sécurité, protection et gouvernance des données, infrastructure et stockage, cloud, poste de travail, une activité aussi sur Apple. Nous proposons différentes activités d'ingénierie via un catalogue infrastructure complet, donc notamment le conseil, l'expertise, l'intégration, la sécurité, le stockage moderne, les infrastructures virtualisées, bien entendu la sauvegarde moderne et les disaster recovery, et aussi notre expertise en réseau. Et enfin, une activité cloud avec une offre de services en ligne complète via de l'hébergement d'infrastructures as a service, de software as a service, mais aussi de backup as a service et de disaster recovery as a service. Nous avons donc fait le choix de créer une équipe dédiée à la protection et à la gouvernance des données afin de répondre à ce besoin client. Elle travaille étroitement avec le centre de services cybersécurité chez nous. L'objectif est de vous accompagner au travers de ces missions, conseils et architecture, de sauvegarde secure by design, d'intégration de solutions de build, de support et d'infogérance de run et d'hébergement de vos sauvegardes externalisées et hors site, et aussi de formation, puisqu'on a construit un programme de formation pour orienter terrain pour vous accompagner. Donc Monaco Digital Avant-Garde et Vim sont partenaires depuis plusieurs années maintenant. Nous sommes le premier revendeur Vim du sud de la France, labellisé par notre statut Gold Partner, et l'un des seuls intégrateurs ayant ce niveau d'expertise en région PACA et à Monaco, donc symbolisé par 4 VMCE, Vim Certified Engineer, et un Vim Certified Architect, et aussi une reconnaissance Vim Vanguard depuis 2016, ce qui nous permet d'être au plus proche des équipes de Vim aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai terminé la présentation, j'ai dû accélérer un petit peu à la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si tu m'as référencé toi Thomas de ton côté. J'en vois. J'ai une question. NAS Backup est une fonction semblable au rembobinage de datacore. Je ne peux pas, enfin je ne saurais pas répondre. Il faudrait que je vois avec un de nos experts datacore, parce que je ne connais pas cette fonction en rembobinage. Je ne sais pas si tu m'entends, Christopher, il y a aussi une question. Avez-vous constaté les améliorations en termes de performance pour les actifs full, synthétiques full sur les applications? Sur les réplications, sur les backup jobs, je vais répondre à tous. De toute façon, le moteur de sauvegarde a été amélioré de x4. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez 4 fois plus de performance. Ça va dépendre aussi de votre environnement de sauvegarde. C'est toujours ça qui est important, d'identifier votre goulot d'étranglement. C'est pareil, hein, vous pouvez mettre une Formule 1, mais si au milieu, que des Formule 1, mais si au milieu vous avez
un maillon faible, et bien toute votre chaîne de sauvegarde est impactée. Mais le moteur en lui-même a été amélioré de x4. Et aujourd'hui, sur les synthétiques full, on recommande vraiment d'utiliser du repository avec soit en REFS, soit en XFS pour la sauvegarde moderne. Et là, vous allez voir que les sauvegardes full, elles sont améliorées drastiquement. C'est vraiment le jour et la nuit. Grâce au pointeur. Hein. C'est vraiment grâce au pointeur. Une question. Quel est le modèle de licence pour la V10? Alors, le modèle de licence pour la V10, donc vous avez toujours le mode par socket qui est disponible donc historiquement. Et après, vous êtes aujourd'hui on est en mode VUL, Vue Universal Licensing. Et en fait, alors il faut voir quel est le meilleur scénario, quel est le meilleur mode pour vous, parce qu'en fonction du nombre de VM, si on a très peu de serveurs ESX, mais beaucoup de VM, il faudra mieux se positionner en socket. Si on a beaucoup, enfin on va dire beaucoup de serveurs des ESX, mais des VM qui sont éparpillés, eh bien le VUL va être plus intéressant. Et aussi, ça dépend aussi des workloads que vous allez vouloir sauvegarder. Vous n'êtes plus en mode en fait perpétuel, hein, quand vous êtes en mode VUL, les licences ne vous appartiennent plus, vous êtes en mode abonnement et Une du autre coup, question dans Backup vous êtes en Copy mode Job, j'ai le immediate copy qui est grisé. Est-ce que ça vient du fait que mon installation Vim V10 est un update? alors ça, il faut le vérifier. Soit faudrait créer un nouveau job pour voir si elle est déverrouillée dans l'autre job. Ça veut dire que ce ne sera pas un souci de licence, parce que là, j'ai pas la vision sur la partie licence si cette feature, si elle est soumise à licence spécifique. Ou alors, parce qu'effectivement, c'est un job existant et qu'il faut repartir sur un nouveau backup copy job. Je vois peu de questions de mon côté. D'accord. Moi non plus. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Moi, j'en vois plus de mon côté. Sur une nouvelle, existe-t-il des appliances genre Synology de stockage avec REFS ou XFS ou équivalent aussi performant? Oui. Alors, il y a plusieurs constructeurs, effectivement, Vim et Almospeak, qui travaillent avec ces alliances avec tout le monde aujourd'hui, presque sur le marché. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Nous, on travaille par exemple avec Quantum. Donc, à l'origine, on travaille avec eux, c'est surtout pour la sauvegarde offline, le fait de faire la sauvegarde sur bande, parce que leur robotique est très robuste et performante, mais ils ont aussi sorti avec Vim la DXI, donc c'est leur support de stockage, directement Vim Ready, avec un format XFS dessus. Donc pour la sauvegarde moderne, c'est vraiment intéressant, parce que là, vous avez beaucoup de performance. Donc ça, c'est Quantum qui a proposé ça, mais après, il y a beaucoup d'autres constructeurs, ça c'est si on parle de XFS. Nous, on propose aussi une appliance Western Digital, c'est du JBOD, sur lequel on va venir connecter un serveur physique avec un contrôleur RAID performant qu'on va formater en REFS, et là, on a des clients, on a énormément de pertes. Enfin, on peut utiliser sans problème toutes les fonctionnalités avancées de Vim, notamment le vPower, donc les bacs à sable, etc., les sur backup. Donc, bon. Une dernière question, c'est est-ce que la V10 est stable? Comment? J'ai pas entendu ce que là. Est-ce que la V10 est stable? Oui, bah, la V10, en fait, faut savoir qu'elle est disponible elle est sortie en début d'année, mais ça fait, Vim ne travaille pas dessus depuis quelques mois. Nous, par exemple, les Vanguard, on travaille dessus depuis plusieurs mois maintenant. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand Vim, pour raccourcir, sort une version, c'est souvent qu'elle
très mature. D'ailleurs, ils ont sorti un patch directement après. Donc aujourd'hui, on est en V10 patch 1. Donc il n'y a pas de souci. Je vous invite à lire les news chaque semaine de Antoine Bestev, qui est le VP Product Stratégie, et qui, toutes les semaines, chaque dimanche, envoie l'évolution sur les features, comment le comportement, les tickets support. Et effectivement, il y a eu des très bons retours sur la V10. Parce que là, on a toujours préféré les sortir un produit pas fini. Parce que initialement, la V10, c'est pas très bien été annoncé en décembre. Et on a été directement ici. Moi, j'ai pas entendu. Si c'est assuré, j'entends pas du tout. Je disais que la V10 était initialement prévu pour mi-décembre. Justement, on n'a pas sorti le produit. Un produit, quelque chose qui était Il n'y a plus d'autres questions, Christophe. Ouais, c'est ce que je vois. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je crois que vous étiez quand même assez nombreux, si je dis pas de bêtises. Donc, on vous souhaite une bonne continuation. Bon courage pour la reprise pour ceux qui reprennent. Et à bientôt.